On est arrivé à 8, effectivement, ça aurait pu être 9. On est 7 en tout. 8 enfants. Ils ont grandi au milieu d'une ribambelle de frères et sœurs. On est d'abord 2 filles, ensuite il y a des jumeaux, ensuite 2 filles et puis un garçon et une fille. Je suis juste au milieu. J'ai 6 ans d'écart avec mon grand frère et 6 ans d'écart avec mon petit frère. Mais ces familles nombreuses sont-elles toujours les familles du bonheur? Il en arrivait un tous les 2 ans à peu près. Il y a un moment donné, ça devenait vraiment étouffant, quoi. Ce qui me manquait, c'était un moment avec maman ou un moment avec papa. J'en pouvais plus d'en voir encore. Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter, quoi. Vous vouliez tant d'enfants dès le départ? Ah non. Quel âge ont-ils? Myriam, 32 ans, Aurélie, 30 ans, Mélanie, 26 ans, Greg, 24 ans, Ludovic, 22 ans, Mathieu, 20 ans, Florent, 15 ans, Samuel, 13 ans. Oh là là. Vous faites quoi comme métier? Assistante maternelle. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les femmes que nous recevons aujourd'hui n'ont jamais connu la solitude durant leur enfance et pour cause, elles ont grandi au sein d'une famille nombreuse. Entourées d'une ribambelle de frères et sœurs, elles ont dû se construire et trouver leur place. Chose parfois difficile quand l'attention des parents doit se démultiplier par le nombre d'enfants. Certaines de nos invités ont alors ressenti le besoin de s'éloigner de leur grande famille, alors que d'autres ont vécu leur départ de la maison comme un déchirement. Elles nous expliqueront pourquoi tout au long de cette émission. Et puis dans l'histoire continue, nous retrouverons France et Lisa, ainsi que Luce et Daniel, qui nous diront où ils en sont aujourd'hui. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, une tribu, mais aussi des individus. Et nous allons saluer Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, pour commencer, si je vous demande de me décrire votre famille, quels mots vous viennent à l'esprit? Bruyant, jovial, toujours ensemble, toujours bien soudés, très grande maison et plein de joie. Donc tout ça est très sympathique. Oui. Une image très positive. Ah, complètement. Il n'y a rien de négatif. Ah non, je trouve rien à redire. Vous êtes combien à la maison? Enfin, moi je suis partie de chez mes parents, mais on est 7 en tout. Donc 5 frères et sœurs? Exactement. 5 enfants, vous êtes l'aînée? Oui. Est-ce que vous avez toujours pris à cœur votre rôle de grande sœur? Toujours, depuis le début, avec l'arrivée de chaque enfant, à chaque fois, c'était un vrai plaisir et un vrai bonheur pour moi d'accueillir mes frères et sœurs. Donc avec le sens des responsabilités? Exactement. Du devoir? Oui, donner des conseils, les aider à avancer dans la vie, me placer en tant que modèle, si on peut dire ça. Donc un caractère de leader. Et un petit peu. Comment ce caractère de leader a-t-il évolué en grandissant? J'ai toujours été un leader, j'ai toujours voulu que mes sœurs fassent ce que je leur demandais de faire, des fois un petit peu... Autoritaire alors? Un petit peu autoritaire, oui, surtout avec le petit dernier. Mais j'ai toujours aimé que mes sœurs me suivent, quand je fasse quelque chose ou quand je leur dis de faire quelque chose, qu'elles le fassent. Et votre mère accepte votre autorité? Vous vous êtes substituée à elle souvent? Oui, surtout avec mon petit frère. J'ai été un petit peu autoritaire avec lui et ça c'est quelque chose où elle m'a remis en place sur certaines choses. Mais pas trop avec mes sœurs. Il y a combien d'écart entre votre frère et vous? J'ai 12 ans et demi, 13 ans d'écart quasiment. Ah, d'accord. Ça va jusqu'où ce sens des responsabilités et le fait que finalement vous ne restiez pas trop à votre place parfois? J'ai l'impression que vous empiétez un peu sur celle de votre mère? Oui, surtout avec mon petit frère, on va dire que quand il faisait des bêtises, ma maman ne le corrigeait pas forcément et du coup c'était moi qui m'en occupais. Parce que j'ai un problème avec les gens qui ne respectent pas l'autorité. Je ne sais pas, ça m'a toujours posé problème, donc
j'aimais bien que lui, il respecte l'autorité de ma mère et du coup, il m'écoutait à moi, il n'écoutait pas forcément ma mère. À quel moment vous avez réalisé que vous en faisiez peut-être un peu trop? Mon petit frère a eu des petits soucis, il s'est retrouvé un petit peu mal à l'aise, on va dire, donc on a dû l'emmener voir quelqu'un qui a détecté, enfin qui a vu qu'il y avait un problème et donc tout de suite m'a dit que c'était moi le problème. Donc au début, je n'ai pas trop accepté ça, c'était un petit peu compliqué pour moi de dire. Qu'est-ce qu'il avait comme problème? Bah, il était un petit peu turbulent, un enfant un petit peu hyperactif. Donc mes parents savaient que c'était moi. Ça, c'est mes 2 sœurs. Donc on m'a dit que c'était moi le problème et j'ai eu du mal à l'accepter. Et après, je me suis fait une raison. On avait été voir une pédopsychiatre qui nous a dit après que c'était moi et qu'il fallait que j'arrête ça et que c'était à mes parents d'exercer leur autorité. Et oui. Alors, comment elles s'appellent, les 2 sœurs? Là, c'est Elena qui est là. Et Louise à gauche. Oh là là, quelle fierté on sent. Oui. Hein? Fière de sa famille. Alors, je vais me tourner vers notre psychologue, Yvonne, qui va nous éclairer sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Comment vous réagissez au témoignage d'Emma? C'est fréquent d'usurper les rôles Emma, parents? comme toutes les aînées, effectivement, usurpe un petit peu le rôle de la maman. Je dirais la fonction. Non, le rôle, pas la fonction. C'est une maman bis, avec un sens aigu des responsabilités et qui a le souci de souligner un petit peu là où elle pense qu'il y a des défaillances au niveau de la maman. Vous avez été autoritaire tout simplement parce que votre maman l'était beaucoup moins que vous. Donc, vous avez pris ce rôle non seulement au sérieux, mais vous avez fait imposer votre loi, un peu chef d'équipe. C'est vous qui deviez sans doute organiser plein de choses, qui punissiez quand vous devez punir. Donc ça, c'est souvent le rôle des aînés. Donc vous avez un petit peu dépassé votre rôle d'enfant. Ce n'était pas à vous, effectivement, comme dit la pédopsychiatre, de prendre ce rôle. Ce n'est pas à vous de punir. C'est à vous d'écouter éventuellement, de prendre le relais de temps en temps au niveau de l'organisation de la maman. Mais ce n'est pas à vous de prendre le rôle de maman bis. Il faut rester à votre place d'enfant. Et c'est aussi une manière d'avoir une reconnaissance et une place privilégiée parce que l'aîné, c'est toujours le modèle. On a envie que les autres enfants vous ressemblent. Donc on recueille leurs confidences et vous êtes là comme modèle d'identification pour les plus petits. Est-ce que vous l'assumez, ce rôle de modèle, d'exemple? Vous donnez l'exemple? J'espère que je donne l'exemple. Après, il faudrait leur demander, mais je pense que oui. C'est pas trop lourd comme responsabilité de donner l'exemple? Moi, je le ressens pas comme ça. Pour moi, c'est... J'ai envie de dire, limite, c'est inné, quoi. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi depuis qu'elles sont toutes petites. Mes sœurs... Oui, c'est pour aussi gommer le risque de jalousie quand un autre enfant arrive dans la famille. Donc il est moins intrus, vous le dominez. C'est parfois lourd à porter ce rôle de donner l'exemple, de responsabilité, C'est lourd, mais néanmoins, il y a des études intéressantes qui ont été faites sur les familles nombreuses et néanmoins toute la fratrie, quand elle est très importante, eh bien, il y a moins de risques de divorce. Donc, on peut dire que dès lors qu'on est enfant dans une grande fratrie, eh bien, on a plus d'empathie, on a plus de sens de responsabilité. Après, dans le couple qu'on va fonder. Ils ont des couples beaucoup plus équilibrés. Il n'y a pratiquement pas de divorce dans les grandes fratries. Bon. C'est quand même une bonne nouvelle. Je suis rassurée. Très bien. Est-ce que cette relation fusionnelle avec votre grande famille ne vous a pas empêché de prendre votre envol? Je pensais que non, mais c'était compliqué. Ouais. Vous êtes partie à quel moment? Il y a combien de temps? Je suis partie, ça fait 2 ans et demi. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans et demi, 24 ans bientôt. Donc à 22 ans, quoi, vous êtes partie. Ouais. Et qu'est-ce qui a été difficile? La solitude, le silence, se retrouver seule d'un coup. Vous l'aviez imaginé, ça? Pas tellement. Vous ne l'aviez pas appréhendé? En fait, c'est moi qui ai désiré partir de chez mes parents. Donc, je m'étais dit, dans ma tête, je m'étais dit, c'est toi qui veux partir, donc pourquoi est-ce que... Vous êtes partie loin? Non. À combien? Je sais pas, je dois être à 3 km. Très bien. Vous nous raconterez tout à l'heure ce qui s'est passé et comment vous l'avez ressenti. Mais d'abord, on va saluer Amandine. Bonjour. Alors, vous aussi, Amandine, vous êtes l'aînée d'une grande fratrie. Combien êtes-vous dans la famille? 8 aussi. 8. Contrairement à Emma, vous n'avez pas toujours pris votre rôle d'aînée à cœur.
Pourquoi? Je ne l'ai pas pris à cœur, plutôt au moment de l'adolescence, en fait. Enfin, en tout cas, ça a été la période pour moi la plus difficile à vivre en tant qu'aînée. Avant, c'était plutôt amusant, l'enfance. Et puis, finalement, quand il en arrivait un tous les 2 ans à peu près, il y a un moment donné, un peu avant ça, d'ailleurs. Ouais. C'est votre maison, derrière? Non, château de Chenonceau. Ce serait pas mal. Ouais. Mes parents ont une maison très grande quand même, donc ça facilite pas mal. Ouais. Mais non, à partir de 14 ans, je passais en seconde. C'est moi qui ai demandé de partir de la maison parce que ça devenait vraiment étouffant, quoi. Non pas que j'ai eu un rôle de seconde maman, pas du tout. Mes parents, ils ont toujours fait attention à ça. Et du coup, j'ai jamais eu de corvée de deuxième maman, de changer des couches, de faire des devoirs aux plus jeunes. J'ai jamais eu tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un élément déclencheur peut-être l'âge de l'adolescence, tout simplement, où c'est un âge, je me suis dit ça après coup, en tant qu'aîné, on est le seul de la fratrie à passer à l'âge adulte, à devenir grand, alors que les autres sont encore enfants. Donc finalement, on a envie de se détacher peut-être de ce monde de l'enfance. Et alors, elle en était où, votre mère, à ce moment-là? On était 6. 6 ou 7 à ce moment-là, et quand je passais en seconde, parce que ma dernière sœur est née quand j'étais déjà partie donc interne après. C'est peut-être aussi l'arrivée de ce nouveau bébé qui vous a saoulé, non? Oui, ça a été un peu difficile, l'annonce, je crois que c'était du 7e ou du 8e. Pour dire, la petite histoire, c'est qu'au moment où ils nous ont annoncé ça, je me rappelle très bien la scène dans la cuisine. On était tous assis là, le repas familial, tous autour de la table. Ils nous annoncent cette énième naissance. Et je crois que je suis sortie de la cuisine, je suis allée faire mon sac. Je pense que j'ai mis 2 culottes, une paire de chaussettes. Et je suis sortie de la maison. Moi, je suis pas allée bien loin. Mais pourquoi vous aviez ce rejet? Je pense que j'en pouvais plus d'en voir encore. Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter, quoi. D'en voir. Je me disais, là voilà, la naissance de la 8e. On est d'abord 2 filles, ensuite il y a des jumeaux, ensuite 2 filles et puis un garçon et une fille. Qu'est-ce qui était difficile à vivre pour vous avec l'arrivée de ce 8e enfant? Je pense que c'était peut-être le manque du coup, pas qu'il prenait, une place de prise au sein de la famille encore en plus, et du coup du temps en moins pour... Et quoi, vous manquiez de temps avec votre maman? Avec peut-être les parents, oui. Vos parents? Vous auriez voulu les avoir un peu pour vous? Par exemple, à cet âge-là, on a les copines, et elles vont faire du shopping avec leur maman. Ouais. Et nous, elle n'avait pas le temps, donc on n'y allait pas. J'y suis allée, je crois, 2 fois, je m'en rappelle. Donc, en tout et pour tout, après avoir bien réclamé. C'est de ça dont on souffre le plus? Vous l'avez ressenti aussi, vous, ça, Emma? Non. Moi, c'est ce que je leur disais tout le temps, parce qu'ils me disaient, mais je ne comprenais pas, je leur posais des questions, je leur disais, mais vous nous aimez, vous nous dites que vous nous aimez, mais vous nous aimez comment? Parce que ma maman, elle disait tout le temps, l'amour ne se divise pas. Donc, et du coup, je disais, oui, mais alors, c'est du temps passé avec vous, ça peut être ça aussi. Et finalement, c'était pas... je disais, mais ça, c'est mathématique, on ne peut pas avoir autant de temps. Plus il y en a qui arrivent, moins on a de temps, finalement. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé à vos parents? Du coup, passé en seconde, j'ai demandé de partir et d'être interne. Ce qu'ils ont tout de suite accepté, d'ailleurs. Vous aviez quel âge? J'avais 14 ans, à peu près. Et vous êtes partie? Et je suis partie. Où? Un peu plus loin, à 1 heure de route, à peu près. Dans un appartement? Non, interne au lycée, donc des chambres communes, quoi. Et je revenais tous les week-ends. Ouais. Oui, voilà. D'accord. Donc, là, vous nous direz tout à l'heure comment vous avez vécu ces 3 années passées loin de votre famille, et si, comme Emma, votre famille vous a manqué ou pas. Ah, quand même. Yvonne, est-il courant qu'un enfant issu d'une famille nombreuse ait besoin à un moment donné d'indépendance, de souffler pour trouver tout simplement une place singulière, envie d'aller voir ailleurs, si on peut avoir un regard qui soit un regard bien individualisé posé sur vous. Marre du collectif, marre d'être finalement noyé dans tous ces enfants, et
avoir envie... Ils marchaient tous par paire, donc c'est encore moins... clan. Alors, il y a les clans des aînés, les clans place. du milieu, les jumeaux, les plus petits. Donc, trouver sa place, c'est quand même pas évident. C'est plus aussi une quête un peu de liberté. Effectivement, vous avez dit une phrase qui est très intéressante, envie d'être adulte et de plus baigner dans l'enfance. Et de trouver à l'extérieur des repères qui puissent vous nourrir autrement que des repères familiaux. Parce que bien souvent, les grandes familles se suffisent à elles-mêmes. Elles font un petit peu clan. Et l'extérieur, il n'y a plus trop de place pour l'extérieur. Donc, vouloir partir, c'est aussi aller voir ailleurs ce qui se passe. On va découvrir à présent l'histoire de Grazia. Comment réagissez-vous au témoignage de nos autres invités? Moi, je suis un peu comme Amandine. Moi, je suis partie aussi en pensionnat pour souffler. Et c'est vrai que... À quel âge? J'avais 16 ans. Famille de combien d'enfants? 8 enfants. 8 enfants. Vous étiez quelle place? Moi, je suis juste au milieu. J'ai 6 ans d'écart avec mon grand frère et 6 ans d'écart avec mon petit frère. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance passée au sein, Alors, mon de cette enfance, le famille? souvenir le plus persistant, c'est les fêtes de famille, les Noëls, les pique-niques, tout le monde à table, 10 personnes à table, ce côté très, très convivial. Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir suffisamment votre maman pour vous? Non, justement. Ce qui me manquait, c'était un moment avec maman ou un moment avec papa. Et ça, on n'avait pas parce que papa travaillait beaucoup, maman travaillait beaucoup à la maison et il n'avait pas trop le temps de s'occuper, chaque enfant individuellement. Quelle était l'ambiance à la maison? Une ambiance, une bonne ambiance. Je rêve ou il n'y a que des filles? Oui, là, on n'est que les sœurs, avec ma belle-sœur et ma maman. Il y a un garçon quand même? Oui, moi j'ai 3 frères, mais là ouais. C'était une photo que de filles, en fait. C'était que nous. C'était quoi, un bal costumé? C'était un mariage. Oh, j'ai fait exprès, j'ai provoqué un peu. Mais je sais que vous êtes taquine. Voilà, je suis taquine. Donc, un manque de vos parents? Oui, un manque d'intimité avec eux. Mon premier je t'aime, je l'ai eu de la part de mes parents pour mes 40 ans, parce que je leur ai demandé. Oh là là. Mais ils m'ont dit, on vous aime tous, on vous a toujours aimé. Mais bon, ils sont pudiques aussi. Ouais, parfois on a besoin de l'entendre. Et oui. De quelle manière tentiez-vous de voler quelques moments privilégiés à votre mère, par exemple? J'ai un souvenir où, à l'âge de 10 ans, j'essayais le dimanche matin de me réveiller bonne heure pour descendre et préparer le petit déjeuner de toute la tablée. Et quand ma mère voyait ça, elle me prenait dans ses bras et c'était un petit moment que je partageais avec elle. Que vous voliez? Que je volais. Et quand j'y arrivais pas, j'étais déçue. Voilà, c'était mon petit moment à moi. Elle était contente, me faisait des bisous et voilà. Est-ce que vos frères et sœurs avaient les mêmes rapports que vous avec vos parents? La plupart, sauf une de mes sœurs, Françoise, qui est 2 ans mon aînée, puisqu'elle a eu des problèmes de santé à 6 ans. Donc mes parents se sont bien recentrés sur elle suite à ces problèmes de santé. Donc elle avait beaucoup plus d'attention que nous, d'où une petite jalousie un peu méchante quand on est petite et qu'on comprend quand on grandit. On verra comment ça s'est traduit plus tard, hein, Yvonne? Parce que quand même, on sent quand même une attente. Mais oui, je crois qu'une attente d'attention, comme tous les enfants. Oui. Et surtout, alors il faut souligner, vous avez une sœur qui était malade. Et dès lors que dans une fratrie, peu importe le nombre d'enfants, eh bien toute l'attention des parents est cristallisée, bien sûr, sur la personne malade. Et ça crée des jalousies, des rancœurs et des attentes infinies de reconnaissance. Tout à fait. Alors, vous avez développé une relation très forte avec certains de vos frères et sœurs. Quelle anecdote illustre le mieux cette fusion? Mon papa avait pour habitude, quand on faisait des bêtises, de nous priver de repas le soir. Donc, c'était à la chambre et vous ne mangez pas. Et j'avais un petit frère qui, lui, sortait, me lançait des graviers à la fenêtre de ma chambre. Quand j'ouvrais la fenêtre, il me disait « Va à la salle de bain, je t'ai amené à manger. » Donc, j'allais à la salle de bain, ce qui me permettait de manger. Voilà. C'était cette solidarité. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et c'était toujours le même, le plus petit. Les années ont passé, vos frères et sœurs ont commencé à prendre leur indépendance, un à un. Comment vous avez vécu ces départs successifs? Un soulagement en vous disant... Quand ma grande sœur, c'est ma grande sœur qui est partie en premier,
Non, ça m'a fait un peu de peine parce que je me suis dit, ça y est, la famille va se diviser et on va avoir des rajouts. Alors je fais rire tout le monde avec ça, des personnes qui vont se greffer à la famille, ça ne sera jamais plus comme avant. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu un petit bleu au cœur. Puis votre tour est venu de quitter le foyer. Vous nous direz tout à l'heure de quelle manière vous avez vécu cet éloignement et quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec votre fratrie. Monique et Jean-Pierre se trouvent face à nos invités. Nous découvrirons leur histoire et leur famille du bonheur, mais ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous êtes frère ou sœur et pourtant tout vous oppose. Votre frère ou votre sœur a tout réussi dans sa vie. À l'inverse, vous avez multiplié les échecs. La jalousie s'est donc immiscée dans votre relation. Votre look est totalement différent de celui de votre frère ou de votre sœur. On ne pourrait jamais imaginer que vous êtes de la même famille. Votre sœur a consacré toute sa vie à sa carrière alors que vous avez privilégié votre vie de couple et de mère de famille. Alors que vous travaillez dans la police ou la justice, votre frère a enfreint la loi et eu affaire aux forces de l'ordre. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Les invités que nous retrouverons dans l'histoire continue ont dû faire preuve d'un courage exemplaire. J'ai décidé de changer. Avec Lisa, on a retrouvé la complicité mère-fille qu'on avait perdue. Mais comment ont-elles retrouvé le goût de vivre? Au menu de la dernière partie de notre émission, des surprises. Je suis contente. Et une belle leçon de romantisme. On s'aimait avant et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas maintenant. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous n'avez jamais trouvé l'amour, mais vous souhaitiez être père à tout prix. Vous vous êtes donc tourné vers l'adoption. Vous avez rompu avec votre compagne, mais votre désir d'enfant n'a pas disparu. C'est donc seul que vous avez adopté un enfant. En couple avec un homme, vous avez fait le choix de l'adoption pour devenir père. Vous avez adopté seul un enfant et parfois vous êtes un père célibataire débordé. Après des années d'attente, vous venez de recevoir votre agrément et vous vous apprêtez à devenir enfin père. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Ce sont des familles XXL qui sont à l'honneur aujourd'hui dans Toute une histoire. Quand on grandit, entouré de nombreux frères et sœurs, il est parfois difficile de trouver sa place et il n'est pas toujours simple non plus pour les parents de savoir comment se positionner. Jean-Pierre et Monique pensent avoir trouvé la solution et sont venus nous dévoiler leurs secrets. Bonjour à tous les deux. Vous êtes les heureux parents de 8 enfants. Mon Dieu. Et vous êtes si mince que ça? Il n'y a rien à faire, pas grossir. Vous pouvez pas grossir? Non. Incroyable. Quel âge ont-ils? Alors, Myriam, 32 ans, Aurélie, 30 ans, Mélanie, 26 ans, Greg, 24 ans, Ludovic, 22 ans, Mathieu, 20 ans, Florent, 15 ans, Samuel, 13 ans. Oh là là. Vous êtes de quelle région? Toulouse. D'accord. Ouais. Alors, vous avez écouté les témoignages de nos autres invités. Emma, par exemple, qui a souhaité s'investir à 200% auprès de ses petits frères et sœurs. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quel rôle devait jouer l'aîné dans votre famille? C'est vrai qu'elle m'a toujours secondée, mon aîné m'a toujours secondée, mais on a toujours dit qu'on n'a jamais voulu qu'elle fasse le rôle de mère. Mais c'est inné, j'ai envie de dire, que ça, elle a toujours aimé être la petite maman. Vous vouliez tant d'enfants dès le départ? Non. Je suis issu de 11 enfants, je suis le 5e, donc on a vécu une histoire extraordinaire, effectivement. Vous? Oui. Ouais.
Mais non, mais c'est ce petit cadeau-là que j'ai reçu qui m'a donné envie. Au fur et à mesure des années qu'on partageait, eh bien, ça s'est cimenté par la beauté de l'enfant. Oui. Oh, que c'est beau. Oui. Ça existe alors. Non, mais elle est pétillante, elle est pétillante. Non, on pensait en avoir 2 ou 3, mais non. C'est la vie, et puis effectivement, les réactions de tout à l'heure de dire, bien, on est arrivé à 8, effectivement, ça aurait pu être 9. Notre histoire a fleuri comme ça, mais c'est une richesse. On reçoit plus que ce qu'on peut donner. Je vous assure, l'amour qu'on doit éprouver pour nos enfants, il n'est pas à le réfléchir, il est à le livrer. Est-ce que l'amour se divise pour vous? Comment? Est-ce que l'amour se divise? Oui, moi je pense. L'amour, il ne peut pas se diviser, non. L'amour, oui, mais on accorde à chacun quelque chose. Mais l'amour, il est dans la famille. Il faudrait savoir. Hein. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? On se met d'accord à tous les deux. Il faudrait dire quel amour et le diviser. Une famille nombreuse, c'est une famille quelque part d'enfants uniques. Ah bon? Moi, c'est ma conception. Bah, c'est pas comme ça qu'elles l'ont vécu, les filles non, en face. Mais c'est leur histoire qui est super respectable. Quand je vois leur visage, je ne doute pas de ce qu'ils ont pu vivre dans leur journée, dans leur mois, dans leur année avec leurs parents et leurs frères et sœurs. Il y a des moments uniques. Donc moi, je reviens sur l'idée de dire l'enfant, il est unique. Il est d'autant plus unique, plus on grandit dans la famille. Quand je vois... Alors, il y en a combien là avec nous aujourd'hui? Levez la main. Mélanie, la première, avec le sourire. C'est l'aînée? Voilà. Non, c'est la troisième. C'est la troisième. Et ils ont tous un accent comme le vôtre? Oh, non, on n'a pas d'accent. Non. La deuxième? C'est notre petit Benjamin. C'est le Benjamin, c'est Samuel. C'est le dernier. Le dernier. Et Florent, il ne me ressemble pas, c'est Florent. Oh. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis acheteur. Acheteur? Acheteur dans les négoces matériaux. Donc vous avez le temps de vous occuper de vos enfants? Vous êtes souvent là? J'ai beaucoup fait. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une présence qui était énorme. Non, j'ai fait parce que j'ai voulu le faire. Parce que même le biberon, c'est moi qui ai toujours donné le biberon. Je ne lui ai jamais laissé le faire. Je suis frustrée. Et vous travaillez, vous? Maintenant, oui, je travaille depuis 10 ans. Et vous faites quoi comme métier? Assistante maternelle. Mais elle est folle. Et non. Elle est folle. Quand on donne l'amour, elle est capable de donner même à d'autres. Eh ben. Alors, tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de la famille. 2-3 par jour. On l'ouvre sur l'extérieur, effectivement. Et l'amour, c'est justement la fratrie. Elle amène cette rencontre à travers l'autre. C'est une histoire de rencontre. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Est-ce que vous avez des enfants qui répondent, Oui, ils sont alliés. Comme nous deux, oui. Ils répondent. À 18 ans, je partirai. Ils vous parlent mal. Ils s'opposent. Ça arrive, mais on essaie de leur faire comprendre que la force de notre vie, c'est le pardon. Mais non, mais on ne parle pas pour de la morale, on parle pour la relation humaine dans la famille et chez les autres. Et vous êtes toujours unis dans le discours à tenir face aux enfants? Elle a toujours tenu, et ce qu'il vous dit là, il l'a toujours tenu. Oui, mais toi, tu étais là pour m'encourager? Moi, j'ai pas le... Non, je parle pas autant que lui. Non, ça, on a bien compris. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, avec la façon qu'on a élevé les enfants et tout. Mais oui, il a toujours tenu ça et on a toujours été de pair pour beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai que quand on vous entend, c'est merveilleux d'entendre ça, de dire tout ça, mais c'est encore plus merveilleux si vous arrivez à tout appliquer. On peut se dire c'est des beaux discours comme ça, c'est des bisounours, c'est tout ça. Non, vous y arrivez. Non, on a 8 enfants, je vais vous dire une chose, en toute simplicité, on est incapable de donner une recette à l'éducation. Chaque enfant, quand je disais il est unique, effectivement, il apporte en lui, par son essence, par ce qu'il est, fille ou garçon, une nature de personne qu'il faut qu'on respecte et qu'on accompagne et qu'on éduque. Le comportement acquis, effectivement, il existe. Mais on se doit d'accompagner. On n'a pas, et c'est là la richesse des familles, on n'a pas de recette. Tout simplement, si on sait aimer, écouter, pardonner, dire pardon, ça c'est fondamental. De dire pardon, oui, c'est sûr. Mélanie, qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents exceptionnels? Non, c'est pas exceptionnel. Défaut. Il y en a pas. C'est pareil ta fille. Non, mais je suis... Vous êtes fière de vos parents? Oui. Admirative? Oui, aussi, oui. Pourquoi?
Parce que je sais qu'à l'heure actuelle, on semble tous épanouis et bien. Voilà, on a, au niveau personnel, professionnel. Donc ça, je suis certaine que c'est ceux qui nous ont inculqué. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que c'est comme s'ils avaient eu 8 enfants uniques? Oui, même si à certains moments, j'étais la première à demander un petit peu de temps. Voilà, mais ils vous ont donné à chacun du temps? Oui. Par exemple, Benjamin, il fait quoi avec ses parents? Le dernier, Samuel. Il a l'air coquin celui-là. Hein, il va falloir tenir un peu. Il va faire les magasins avec maman peut-être. Hein? Je vais faire les magasins avec maman. Attendez, j'arrive avec un micro parce que là on vous entend pas. Alors, vous faites quoi en seconde? Seconde dans un lycée général. Ouais. Donc, ne me dites pas qu'en plus vous travaillez tous bien à l'école. Non, pas forcément. Ça me rassure. Non, mais je suis un élève normal comme les autres. Qu'est-ce que vous diriez de cette famille? Moi, je suis très content de ma famille. Ouais. Très content de vos parents? Aussi, oui. Ils sont sympathiques? Oui. C'est pas que des beaux discours qu'ils font, là, ils les appliquent? Oui, ils les appliquent vraiment. Ça veut dire qu'à chaque dîner, il y a un discours, on partage, on échange. On ne doit pas regarder souvent la télé chez vous? Hein? Si? On la regarde, mais pas, quand on mange, pas forcément, non. On est surtout à table en train de manger, discuter, partager, mais... Voilà, discuter, partager. Il y a beaucoup de discussions en famille? C'est animé les dîners de famille? Ça bouge. Ouais. Et quand on y est tous, oui, parce que maintenant, on n'est que 4 à la maison, Samuel et moi. Alors, bien que la plupart de vos enfants mènent aujourd'hui leur propre vie, vous mettez un point d'honneur donc à réunir votre grande famille une fois par mois autour d'un repas. C'est l'occasion pour vous d'entretenir les liens entre les plus petits et les plus grands. 10 à table, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. On le regarde. Monique, 52 ans, est très heureuse. Ce soir, elle reçoit la plupart de ses enfants. Pour l'occasion, elle a prévu de mettre les petits plats dans les grands. 1 kilo de saucisses, s'il vous plaît. On est 15 ce soir. Ah, d'accord. Quand elle fait les courses, Monique a toujours une petite attention pour chacun de ses enfants. Elle sait exactement ce qui va plaire à chacun d'entre eux. Celles-là, elles sont un peu chères, mais c'est les préférées de Mathieu. Donc, je lui prends. Ça, c'est les préférés de Florent. Alors, madame, ça vous fait 109,88 €. D'accord. 109 €, c'est un peu cher pour le budget de Monique. Mais quand elle reçoit ses enfants, elle ne regarde pas le prix. Je suis contente de le faire pour les enfants. Voilà. Monique a eu 8 enfants avec son mari et elle a consacré sa vie à les élever, à les choyer. Aujourd'hui, elle n'a plus que les 2 derniers pour l'aider à la maison. Allez, les courses! Salut, Mimi! Allez, Mimi, t'es là? Mais tu as déjà commencé les crêpes. Bonjour. Myriam, l'aînée, est déjà là pour donner un coup de main à sa mère. Les marronnettes, toi? Ah, mes yaourts préférés. Ça, c'est sardinati. Oh, trop bon. Ici, les garçons ne font pas trop la cuisine. J'ai tellement voulu faire seul pour pas, voilà, qu'il soit derrière moi, pour pas avoir à dire fais pas comme ça ou... Mais du coup, des fois, ils savent pas trop faire. Après, même quand ils partent en couple, j'ai les belles filles qui me disent « Ouh, j'ai eu à faire, hein, j'ai eu à faire. » Tu vas m'aider à farcir. Ça m'aide. Dans la famille Pechna, ce sont les filles qui sont au fourneau, à commencer par la grand-mère. C'est elle qui a donné le pli à toute la tribu. Ah, il est cuit, ça y est, c'est bien. Moi, je bon. Voilà. Salut, Mimi. Toi aussi. Oui, t'es au travail, toi aussi? Aujourd'hui, chaque fois que la famille se réunit, Monique est aux anges. Samuel, 13 ans, Florent, 15 ans, Ludovic, 24 ans, Aurélie, 30 ans et Myriam, 32 ans. Sans oublier les 3 absents, Mélanie, 27 ans, Grégory, 25 ans et Mathieu, 20 ans. Jean-Pierre, c'est le mari de Monique. Il arrive à temps pour le début des festivités. Allez, allez.
On va à l'apéro. Allez, venez par là. Allez, tchin tchin. Et la star de la soirée, ce sont les cannelloni. Un plat qu'on se transmet de génération en génération. Les cannelloni, je sais pas comment je fais. T'es content? Et dans cette famille, quand on fait à manger, il ne faut pas un plat, ni deux, mais bien 3 pour rassasier tout le monde. Ça te va, Florent? Pas plus. Pas plus. Samuel? Ça va? Ah mais je suis contente de voir tous les enfants réunis là. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai le blues chaque fois que vous partez? Hein? Toi aussi tu l'as? Moi j'ai tout le ça. dimanche soir, t'habites à 3 km, t'as le blues tous les dimanches soirs. Mamie, c'est super bon, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Faudra le garder, lui mettre au congélateur. Et pour finir, concert privé chez les Péchenats. Au début, quand on s'est mariés, on n'a pas programmé le nombre d'enfants qu'on aurait. Ça a été tellement un bonheur et pour moi, personnellement, ça a été facile de les élever. Ils ont été faciles. On est heureux de vivre avec eux et de partager avec eux quelque chose qui nous donne. Et une fois encore, on reçoit plus que ce que l'on donne quand on est dans une famille, quel que soit le nombre. L'enfant, petit comme grand, apporte beaucoup au papa et à la maman. Et ça, rien ne le remplacera, absolument rien. Réjouissant de voir ce modèle de famille nombreuse. On a l'impression que vous êtes toujours en phase, tous les deux, pour piloter tout ça. C'est vrai que c'est étonnant de se dire qu'il y a tellement de familles qui se déchirent et de couples qui ne s'entendent pas sur l'éducation de leurs enfants, que quand on voit ça, je comprends que vous soyez fiers quand même. C'est une belle réussite. L'amour circule autant chez vous et que l'amour est contagieux. On peut dire bien sûr qu'il se multiplie, mais en tout cas, on sent que ça irradie chez vous. L'amour est contagieux dans toute votre famille. Je sais pas. Je pense. Pardon. Ce qui est important, c'est que la maison ait une porte et la porte, elle est pour être ouverte. Je crois que ça, c'est important de se dire, il y a des gens, il y a des personnes qui méritent de l'attention. C'est pas de rechercher le niveau toujours au-delà. On le vit dans la simplicité. Mais l'attention, elle est importante. Et c'est sûrement celle qui donne à irradier quelque chose qui nous échappe et qui nous est donné sans aucun mérite. Parce qu'on reçoit quelque chose et après on le remet sans le rendre intelligent. Je crois que c'est ce qui est important. Vous avez appris ça au sein de votre propre famille? Oui, j'avais des parents. J'ai papa qui était d'une nature très attentive, l'homme de devoir, d'écoute, de témoignage, quelqu'un de très droit. J'ai une sœur qui est handicapée, qui vit un handicap, qui a 58 ans. Et c'est vrai que cette richesse aujourd'hui que vous me dites que je porte, elle vient d'eux. Et que vous allez transmettre à vos enfants. Oui, ça, c'est formidable. C'est vrai qu'avoir un père comme vous, ça apporte un plus dans la vie. Bien sûr. C'est qu'un père attentif sur ses enfants. Parfois, il y a des pères qui sont parfois plus attentifs aux oiseaux, par exemple. Exactement, ou à l'informatique, ou à autre chose, ou à leur boulot, etc. Est-ce que vous appréhendez le moment où vos enfants vont partir complètement? Vous allez vous retrouver tous les deux? Moi, ça fait quelques années qu'on l'appréhende. Mais vous le préparez alors, ce moment-là? Non. C'est qu'à chaque fois qu'on voit partir un enfant, la toute dernière, la voilà encore. Je voudrais simplement la mettre en avant. Elle s'est mariée au mois d'août. Eh bien, voilà, elle a pris son envolée. Pourtant, elle était à Toulouse. Elle habitait sur Lavore. Mais elle était encore à nous. On savait qu'elle fréquentait un jeune homme que je doutais de ses intentions parce qu'il a osé m'appeler pour me dire « Me permets-tu de demander la main de me permets-tu de me demander la main de... Non, on ne comprend rien. Alors, me permets-tu de demander la main de votre fille? Oui, alors j'ai dit, mais d'où il sort, lui? C'est pas mal, non? Oui, non, mais c'était super. J'étais en train de faire des courses, on était là tous surpris. Mais normalement, c'est au père qu'on demande... Mais oui, apparemment, je ne savais pas. Et effectivement, il en est suivi que ils se sont mariés. Voilà une qui nous a échappé par rapport à cette approche physique. L'enfant, tant qu'il n'est pas scellé par ce lien d'engagement que je représente important, on se dit ils sont toujours encore à nous. Mélanie, il n'y a pas trop de pression sur vos épaules quand on a des parents comme ça, qui ont réussi à ce point leur famille? On se dit, est-ce que je vais être à la hauteur, moi?
chercherai pas à faire la même chose, en tout cas. Ah bon, ça, vous voulez sûr. pas... Non, parce que je trouve que j'ai reçu une belle éducation, enfin, j'étais heureuse, mais je cherche pas à avoir 8 enfants parce que c'est beaucoup pour moi. Après, je sais pas combien on en aura, voilà. Et vous avez trouvé un mari... Qui est une famille nombreuse aussi. Ah d'accord. Donc qui lui aussi a ce sens du devoir, de l'engagement, de la valeurs, famille, des valeurs. Oui, Voilà. ouais, c'est une perle. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que maintenant que je suis partie de la maison, comme papa a pu le dire, je ne chercherai pas à faire la même histoire, quoi. Je veux dire, à fonder ma propre vie et à la fois avoir plaisir à rentrer dans ma famille, aller revoir mes proches et tout ça, les frères et sœurs. Mais après, je crois que chacun est appelé à faire son histoire, quoi. Et les frères, ils veulent combien d'enfants? Je sais pas encore. Déjà si j'en ai, moi. Comment? Et ensuite, j'aime bien la famille nombreuse, mais on verra. Ouais. Et le plus petit? Je sais pas, comme dit Florent, on verra dans l'avenir. Alors, comment vous l'imaginez, cet avenir, tous les deux? On ne pourra pas vieillir. On ne pourra pas vieillir. Quoi, on ne pourra pas vieillir? Mais non, parce qu'effectivement, il nous échappe. Vous aurez vos petits-enfants, rassurez-vous. Voilà, j'aurai mes petits-enfants, mais puis bon, on s'aime, donc on voyagera, on fera plein de choses. Des choses que j'ai pas fait avant. Mais c'est simple, le bonheur. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, nous, à présenter cette émission tous les jours? C'est des trucs compliqués, alors que c'est tellement simple. C'est vrai que parfois l'éducation est simple quand l'attention est au rendez-vous. Il suffit de voir l'enfant comme quelqu'un de singulier, de voir ses désirs et parfois d'y répondre. C'est pas toujours aussi compliqué que cela, surtout quand on évite de projeter sa propre problématique sur nos propres enfants. Donc, accepter tels qu'ils sont, accepter leurs différences, les voir comme des enfants uniques, c'est ce que vous faites. Mais ça, c'est un pari qui n'est pas gagné pour les familles nombreuses. Parce que bien souvent, le déficit d'affection et d'attention de certains parents dans une famille nombreuse, néanmoins, peut être compensé par l'amour qui circule et l'empathie qui circule au niveau des enfants. Parce que vous n'êtes jamais seul. Et ça, c'est intéressant. Elle a des défauts, votre femme? Parce que j'imagine qu'elle cuisine très bien. Elle a beaucoup de tempérament. Ouais. Elle sait me rappeler à juste titre à l'ordre. Ah bon? Ah oui, non, mais... Ouais, mais en plus, je suis gré de ce qu'elle me témoigne, qu'elle me témoigne à travers ça. On ne peut être qu'envieux devant ça. Voilà. Bravo. On va ouvrir la deuxième partie de notre émission. Y a-t-il une vie hors de ma fratrie? Et on va continuer avec Emma, l'aînée d'une petite tribu de 5 enfants. Vous avez toujours pris ce rôle d'aînée très à cœur. Pourtant, donc, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a 2 ans et demi, vous avez pris votre envol. Vous êtes parti loin, très loin, à 2 kilomètres. Et pourtant, ça a été dur. Très dur. En fait, j'ai décidé de partir, pas du tout pour partir de chez mes parents, mais plus pour m'installer avec Romain, qui est mon petit ami. Je l'aime énormément. Je savais que c'était l'homme de ma vie, donc je me suis dit, pourquoi pas habiter avec lui. Donc j'ai décidé de m'en aller. On a attendu quand même qu'il ait signé son petit CDI. Voilà, c'est Romain. On a attendu qu'il ait signé son CDI pour être sûr d'avoir une bonne situation. Et puis, il est pas mal, Romain. Oui, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Et du coup, après, on a commencé à chercher des appartements. Jusque-là, tout va bien. Voilà, puis on a trouvé notre appartement. Alors, quel souvenir gardez-vous du premier soir que vous avez passé loin de votre famille? C'était terrible. Terrible? Oui. Alors que vous étiez avec votre amoureux? Oui, je sais. C'est horrible. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était le fait qu'on se retrouve qu'à 2. Bizarrement, on n'avait pas grand-chose à se dire. Le premier soir, c'était un peu bizarre, alors qu'on parle tout le temps. Et puis, le silence, c'était pesant, c'était monstrueux. Qu'est-ce qui vous manquait le plus? Le bruit. C'est bizarre, mais j'adore quand ça crie. Enfin, quand j'étais chez mes parents, j'avais ma mère qui chante tous les matins. Donc, on pourrait croire que c'est ennuyant, mais moi, j'adorais ça. Je me réveillais avec ma mère qui hurlait dans la maison. Il y a toujours du bruit. Enfin, même à table, on parle, on crie, on pleure, on rit. Enfin, c'est toujours bruyant, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a dérangé, c'est ce qui m'a gêné le plus. Alors, comment vous tentiez de pallier ce manque quand vous étiez seule? En fait, à l'époque, je suivais des études qui ne me prenaient pas beaucoup de temps. J'avais très peu de cours dans la semaine. Et donc, j'étais forcément souvent seule chez moi, puisque Romain travaillait la journée. Et quand je me levais le matin, il fallait tout de suite que j'aille allumer la télé dans le salon, que je mette la télé
minimum à 60-70. À quelle heure vous allumiez la télé? Je sais pas, j'allumais. Mais dès que je sortais de mon lit, quoi. Donc j'allumais la télé et là, je faisais ma petite vie, mais c'était... Enfin, je parlais toute seule, je chantais, limite j'essayais de m'inventer un petit ami imaginaire. En fait, vous allumez la télé pour que ça fasse du bruit, quoi. Ah, mais c'est ça, juste pour ça. Est-ce que de temps en temps, vous retournez dans votre famille? Ah oui, plus que de temps en temps. C'est-à-dire? J'y retourne... tous les jours? À l'époque où je suis partie, on y allait quasiment tous les jours, parce que j'avais ce besoin de les voir sans cesse. Vous pouvez y aller en vélo, quoi. C'est pas loin, 2 km. Oui, heureusement. À pied même. Oui, c'est pour ça que j'avais donné le critère à Romain. J'avais dit, écoute, je veux bien qu'on prenne un appart, mais voilà, il faut qu'on soit dans ce secteur-là pour être Et sûr. ça l'agace pas, lui, que vous soyez tout le temps... Non, il s'entend très bien avec mes sœurs. Mon petit frère, il l'adore. Et il s'entend très, très bien avec mes parents, donc aucun problème. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes toujours aussi proche de vos petits, comme vous les appelez? Complètement. Je les vois tout le temps, quoi. On est ensemble tous les week-ends. On a notre petit rituel tous les mercredis soirs. On va manger chez papa et maman avec mon autre sœur Louise aussi qui est partie vivre avec son copain qui habite très bizarrement à... Je sais pas, elle habite carrément, elle doit être à même pas 1 kilomètre de chez moi. C'est pas mon mariage, hein, je précise. Qu'est-ce qu'on mange le mercredi? Il y a un rituel de repas, de menu? On fait une grande tablée. Non, après on mange, je sais pas maman, on est des Italiens, donc on fait des lasagnes, des pâtes. Mais après, ouais, on mange tous ensemble. Et il y a un truc un petit peu bizarre, c'est que quand on prévoit d'aller manger chez mes parents le mercredi soir, si nous, on sait que Louise et Jérémy, c'est le copain de ma sœur, si on sait que Louise et Jérémy ne peuvent pas venir, on ne va pas y aller et on va reporter. Parce qu'on veut que quand on va chez nos parents, il faut qu'on soit tous ensemble. C'est quoi l'ambiance des repas? Ah ben là, c'est des rigolades. Sa chambre? On rigole, quoi. Comme disent les jeunes, on se tape des barres. C'est jamais d'engueulade à table? Parce que parfois, il y a des déjeuners familiaux qui virent au drame. Moi, je connais des familles où on s'engueule systématiquement à table. Je vais pas mentir, on en a de temps en temps, mais c'est tellement rare que... Puis c'est jamais... très virulent. Comment ça se passe, Elena? Comment vous l'avez vécu, ce départ? Très malin. Je mettais un pied dans sa chambre et je fondais en larmes. Ah bon? Ouais. Puis ça a été la première à partir, donc ça a fait vraiment un grand vide. Donc du coup, je l'ai très très mal vécu. Et alors, vous n'avez pas profité de son départ pour vous épanouir, pour vous... Non, parce que même quand elle était là, j'étais épanouie. On a toujours été très épanouis, donc ça... Bon, et alors aujourd'hui, vous avez retrouvé un équilibre? Oui, oui, oui. Quand est-ce que vous envisagez de partir, vous? Bientôt, je pense. Pas tout de suite, mais... Vous allez habiter à combien de kilomètres, vous? Pas loin non plus. 3 kilomètres à la ronde, je pense. Voilà. Amandine, vous êtes l'aînée d'une fratrie de 8 enfants. Et c'est à l'âge de 14 ans que vous avez souhaité partir parce que vous êtes aussi un peu dans cette famille. Voilà. Il y a des enfants qui arrivaient tous les 2 ans. Et quand la 8e, c'est une fille, est arrivée, vous avez dit « je n'en peux plus ». J'étais déjà interne à ce moment-là. Donc, alors, est-ce que ça vous a soulagé de partir ou est-ce que votre famille vous a manqué? Non, ils ne m'ont pas manqué. Ils vous ont pas manqué? Non, j'étais contente. Donc vous avez avec trouvé mes copines, la tranquillité à laquelle vous aspiriez? Oui, voilà. J'avais mes moments et je pense que j'avais besoin justement, moi, contrairement à Emma, de silence, quoi. Ah oui. Alors dans l'internat, on est plusieurs adolescents, enfin du même âge et tout, mais j'avais quand même mes moments à moi, tranquille. Même si dans la grande maison chez mes parents, j'avais quand même une chambre à moi. Donc voilà, on avait pratiquement chacun notre chambre. En tout cas, les plus âgés, on avait notre chambre et les plus jeunes, en général, partageaient une chambre. Ou les jumeaux, on partageait une chambre. Bon. Mais j'étais dans une chambre tranquille, donc je pouvais avoir aussi mes moments de tranquillité à la maison. Et je pense que c'était sortir de ce cocon, quoi. Comment s'est passé votre retour à la maison? C'était 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, quand je passais mon bac, c'est moi qui ai demandé de revenir. Pourquoi? Parce que je sentais que si je restais interne, j'aurais pas forcément mon bac. Ah bon? Donc que vous n'arriviez pas à travailler? Non, mais l'internat, on rigole bien aussi, donc il fallait un petit peu être plus sérieux. Du coup, et puis je pense que le fait, voilà, peut-être que je savais qu'il n'y en aurait plus d'autres derrière. Et puis j'avais envie de revenir, mais plus dans l'idée pour bien travailler et puis avoir mon bac. Et puis peut-être mieux repartir derrière pour
partir étudiante et donc du coup partir à nouveau, quoi. Quand vous reveniez le week-end, quand vous étiez interne, vous arriviez à capter l'attention de vos parents un peu plus que lorsque vous étiez là au quotidien? Est-ce qu'ils vous accordaient? Pas forcément, parce que les week-ends, on avait tous une activité et donc du coup, là, chaque enfant avait au moins une, voire deux activités. Donc il y avait peut-être le dimanche où on se retrouvait un peu plus, mais un temps, un moment particulier avec les parents. Je pense que les seuls moments qu'on avait avec nos parents vraiment, c'était dans la voiture. Ça, c'était les grands moments pour les trajets, parce que donc, les parents, ils avaient pas mal la casquette de taxi. Et pour les trajets d'une activité à une autre, emmener un train un enfant, emmener... Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de ses parents? Je me retrouve complètement. Ah bon, ils étaient comme ça, les vôtres? Ah bah, ils sont... Oui. Ben, eux, ils disent que c'est comme s'ils avaient eu 8 enfants uniques. Non, 8 enfants uniques... Peut-être faudra leur demander ça, je ne sais pas comment ils considèrent la chose. Mais ils sont aussi soudés, ils ont ce discours. Et dans la famille, famille nombreuse, famille heureuse, je me retrouve bien dans cette idée-là. En tout cas, de cohésion. On est tous maintenant, c'est ce que je dis maintenant avec du recul, c'est que l'amour, je comprends comment ils l'ont transmis, c'est par leur éducation. Alors vous voulez combien d'enfants? Moi, j'en ai 3 et je pense que ça va s'arrêter là. Vous en avez déjà 3? Oui. Ah bon. Parce qu'alors, vous avez eu votre bac, vous avez quitté la maison pour faire des études. Et puis, je suis partie faire des études. Et puis, voilà, après, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Alors, c'est votre mariage, ça? Non, c'est celui d'une de mes sœurs. Moi, je suis enceinte à droite. D'accord. C'est sympa, cette famille. Quand vous voyez cette image, vous dites quoi? Donc, voilà. Je me dis que c'est beau. Et je me dis qu'ils ont bien réussi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez réalisé en grandissant? Justement, j'ai réalisé que l'amour passait pas forcément uniquement par les mots, par les câlins, mais passait par ce qu'il nous donnait, les valeurs qu'il nous donnait. Et c'est là où je me retrouve, c'est des valeurs de partage, des valeurs le sens du service, le sens des responsabilités, le sens de l'initiative. Tout ça, c'est des choses qu'on a acquises et c'est une chance pour nous. Alors peut-être, s'il n'y a pas d'avantage. Vous êtes complètement convaincue alors? Vous disiez tout à l'heure que vous avez un peu souffert. Au moment de l'adolescence, c'était pas une période facile. Mais donc pour moi la période un peu la plus délicate et la plus difficile à vivre. Mais finalement, là maintenant, avec du recul. Et... En plus, il n'y a que des canons dans votre famille, là. J'ai l'impression que... Non, merci. Elles sont jolies, toutes vos sœurs. Jolies, très jolies. Très jolies. Donc, bravo. En quoi le fait que vous soyez l'aîné d'une grande famille, d'une grande fratrie, se répercute aujourd'hui? Aujourd'hui, je le vis plus mon rôle d'aîné, peut-être, que je ne l'ai jamais vécu avant, puisqu'avant, je n'ai jamais été seconde maman ou quoi que ce soit, un rôle particulier. Comme vous disiez, nous, on a les clans. Alors, en général, il y a les grands, les 4 grands, en fait, puis les petits. Alors après, c'est devenu les jeunes, parce que ça les vexait, je crois, de dire les petits. Donc, souvent, je dis nous, en tant qu'aîné, je dis tout le temps un nous, je dis jamais je. Donc, c'est souvent moi, ma sœur, les 4 grands. Et aujourd'hui, oui, l'aîné, c'est plus, ou nous, les aînés, en tout cas, l'initiative, on est toujours à la source un peu d'une organisation, d'une rencontre, de se voir toute la famille, d'organiser un spectacle, oui, ou un... Vous habitez loin les uns des autres? Actuellement, oui, très loin. J'ai une sœur qui est à Tahiti. On est un petit peu... Ça a bougé, ça a changé, mais oui, moi je suis en région parisienne, j'ai des parents... Il y a des moments où vous vous retrouvez tous? Les mariages. Là, on est sûr à peu près d'être les 8. Il y en a un prévu bientôt? Non, pas que je sache. Et l'éducation que vous donnez à vos enfants, vous? J'essaye sur les grandes valeurs que j'ai reçues et auxquelles j'adhère complètement de donner la même chose. Mais par contre, je pense que je ne m'y prends pas de la même manière. C'est pour ça que j'en aurais peut-être pas 8 d'ailleurs. D'accord, vous leur consacrez à chacun plus de temps? J'essaye, je culpabilise en tout cas. Dès que je vois que j'ai passé plus de temps avec l'un, je me dis mince, il faut que je rattrape et que je trouve un moment pour en passer plus avec l'autre. Sur les câlins, les mots, les verbes. Vous dites des mots d'amour. Voilà, j'essaye aussi de faire différemment. Et vos parents, ils sont plus que tous les deux ou il y a encore... Ça y est, ils sont plus que tous les deux. Et ils s'ennuient pas trop? Non, je pense qu'ils ont même pas un dîner par semaine ensemble. Ils sont impliqués dans un nombre d'associations tellement, ou d'activités, ou de sports, ou de... Tous les soirs, ils sont occupés.
Alors Grazia, vous avez souffert d'un manque d'attention de vos parents, hein, vous aussi. Vous avez quitté la maison alors que vous étiez encore jeune, à l'âge de 16 ans. Comment vous avez vécu cette prise d'autonomie? Mais moi, j'étais très contente de partir. Un peu moins contente de quitter mes frères et sœurs, mais contente de retrouver une certaine liberté. Chose qui manquait à la maison. Et votre famille vous a manqué quand vous êtes partie? Mes parents, non. Mais ma petite sœur, celle qui est juste après moi, oui. Les autres, moins. Mais surtout ma petite sœur qui est après moi. Surtout qu'on s'est retrouvés en pensionnat toutes les deux, et assez loin, donc on ne se voyait que le week-end. 2 ans après, 2 ans passés loin de votre famille, vous êtes revenu chez vous. Comment ça s'est passé, le retour? Ça a été dur. Ça a été dur parce que quand j'étais en pensionnat, j'avais donc cette liberté. Et quand on rentre, on perd un peu de cette liberté. Et puis, il faut réapprendre à vivre avec tout le monde. Et voilà, ça a été un peu dur, le retour. Donc, vous êtes vite repartie? Oui. Je suis devenue cuisinière. Ouais. Et donc, je faisais les saisons, tout simplement. Je partais dans les stations de sport d'hiver. Ou alors, j'ai fait une saison à Brides-les-Bains. Pas le même genre de cuisine. Ah, mais moi, j'étais dans une pizzeria. Bon, alors ça va. Mais elle venait pas trop, les curistes, quand même. Et vous avez eu combien d'enfants? Moi, j'en ai eu 3. J'en aurais aimé 4, mais il y a eu des petites catastrophes qui font que je me suis arrêtée à 3. Une grande famille, oui, mais si je m'occupais que d'eux. Et tout le reste, si j'avais quelqu'un pour s'occuper de tout le reste, je pense que j'aurais pu les entourer. Dans l'état où, comme mes parents, ils n'avaient pas le temps, donc je pense que je les aurais un peu délaissés. Et donc c'est pour ça que je préférais me cantonner à moi. Le regard que vous portez sur votre histoire avec du recul? Avec du recul, j'ai la nostalgie de cette grande famille. Même. Ah oui, j'ai la nostalgie des grands moments. Ouais. Des grands moments. Oui, la nostalgie, et puis peut-être toujours ce petit manque de liberté qui m'a manqué quand même. Et Emma, vous avez 24 ans, un âge où certaines femmes commencent à penser à la maternité. Vous l'envisagez comment, cet avenir? Combien d'enfants vous envisagez d'avoir? Déjà, je sais que j'en veux pas tout de suite. J'ai pas encore fini mes études. J'ai monté une entreprise, là, donc pas pour maintenant. Mais déjà, je sais, c'est sûr et certain que j'aurai pas une famille nombreuse. En tout cas, pas nombreuse comme mes parents ont eu ou comme vous l'avez eu. Après, pour moi, famille nombreuse, je considère que déjà 3-4, c'est déjà très bien. C'est beaucoup déjà. Hein. Non, j'espère avoir. Vous avez monté une entreprise enfants. de quoi? Vous avez monté une entreprise de quoi? Une agence en conseil et en communication. Merci à toutes et à tous pour vos témoignages. Nous espérons vous revoir bientôt pour la suite de votre histoire, mais cette fois-ci peut-être accompagnée de votre tribu au complet, qui sait, hein, pourquoi pas. On rajoutera quelques sièges rouges sur le plateau de l'Histoire continue. Merci beaucoup. Sur un thème concernant les familles nombreuses, il était difficile de ne pas évoquer celle de toute une histoire qui s'agrandit de jour en jour. Mais une fois passé le feu des projecteurs, que deviennent alors nos invités? Eh bien, c'est justement parce que vous êtes nombreux à vous poser cette question que nous avons instauré l'Histoire continue, notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver France et Lisa, et Luce et Daniel, afin de recueillir leurs petites confidences entre amis. Bonjour à tous les 4. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais d'abord commencer avec vous, France et Lisa. Je vous avais reçues toutes les deux le 16 septembre dernier, hein, assez récemment, dans une émission intitulée « Mon adolescence en fauteuil roulant ». À l'époque, Lisa était en pleine crise d'adolescence. Comment le quotidien se manifestait-il? Comment ça se manifestait au quotidien, plutôt, cette crise d'adolescence? Le quotidien, c'était je ne vais pas me laver, l'agressivité, tout ce que je lui proposais, c'était nul, toujours en conflit. Qu'est-ce qui était difficile à accepter? Je pense que Lisa n'acceptait pas son handicap. Elle m'en voulait qu'elle soit handicapée. Tu es d'accord, Lisa, avec ce que dit ta mère? Oui. Ouais. Aujourd'hui, manifestement, tu acceptes beaucoup mieux ta féminité. Vous aviez du mal alors à comprendre, hein, France, à vous comprendre, en tout cas toutes les deux. Pourquoi vous aviez souhaité témoigner sur notre plateau? On a souhaité témoigner pour avoir des conseils, savoir comment agir avec Lisa.
Alors, c'est dans l'espoir d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posiez, que vous êtes venu sur notre plateau, mais vous étiez alors loin d'imaginer la surprise qui vous attendait depuis l'émission. Quel nouveau rebondissement vous a permis d'apaiser définitivement les tensions avec votre fille? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans notre reportage. Avec Lisa, c'est assez tendu. Elle ne veut pas se lever le matin, elle est toujours en train de râler. Alors, âgée de 13 ans, Lisa n'acceptait plus son handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi elle souffre? Quelle Lisa, est la nature a eu un manque d'oxygène, donc soit pendant la grossesse, soit à la naissance. Donc, elle souffre de spasticité. Donc, les spasticités, c'est des contractions musculaires involontaires. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, Lisa? Je peux pas mettre tout ce que je veux, des jupes, des chaussures. Donc c'est des conflits, de l'agressivité entre vous? Oui, après que son fauteuil à la maison, elle a le fauteuil électrique, donc elle va foncer dans tout le canapé, les chaises, en cas de crise vraiment forte. Face aux difficultés que traversaient Lisa et sa mère, France, les autres invités avaient tenu à les aider en partageant leur expérience. Vous n'arrêtez pas de vous regarder toutes les deux et elle n'arrête pas de se sourire. Qu'est-ce que c'est que cette complicité? Je vis la même chose que Lisa, en fait. À son âge, je commençais à me poser des questions, à vouloir envie de me débrouiller seule. Yvonne Poncet-Bonissol, notre psychologue, les avait alors éclairés sur l'évolution de leur relation mère-fille. Elle est dépendante de vous, France, pour ses soins quotidiens, et en même temps, elle a envie de tout envoyer balader. Donc, c'est pas contre vous qu'elle s'acharne, c'est contre son handicap. Et vous savez, les adolescentes, elles sont toujours en colère contre leur maman, parce que c'est une manière de leur dire « je veux me séparer de toi », mais ça n'a rien à voir avec l'amour que je te porte. Oui, c'est frustrant en tant que maman de refuser les choses naturelles d'une ado. Un mois seulement après l'émission, nous retrouvons une toute nouvelle Lisa. Aujourd'hui mieux dans sa peau, elle tient elle-même à nous expliquer ce qui a changé avec sa mère. J'étais agressive après avec ma maman. J'ai décidé de changer, de plus râler, d'être plus gentille. Lisa a été très attentive aux conseils des autres invités. À présent, elle profite d'une relation plus apaisée avec sa mère. Cet été, ma maman m'a mis des jupes et j'étais surprise. Beaucoup plus à l'aise, Lisa en profite même pour passer un message à sa mère. J'aimerais bien continuer à me maquiller, à me coiffer, parce que c'est des bons moments. Si Lisa a gagné en assurance, c'est notamment grâce au soutien d'une téléspectatrice, la maman d'une petite fille qui a subi l'opération à laquelle Lisa se prépare. J'ai reçu un message d'une dame qui s'appelle Aurélia. Elle m'a expliqué que sa fille, elle a eu la même opération, que ça s'est bien passé et ça me rassure pour l'opération. Cette opération consiste à rendre les muscles plus souples et à donner accès à la rééducation pour plus d'autonomie. Un espoir pour Lisa, qu'elle va pouvoir partager aujourd'hui avec notre téléspectatrice. Je vais bientôt voir Aurélia et Lycéa. Je suis contente et ça me fait plaisir. France, la mère de Lisa, et Jean-Marc, son père, attendaient beaucoup de l'émission. J'espérais qu'elle puisse avoir un arrangement avec sa mère, de retrouver des liens, des moments de complicité. Ce qui m'a aidé à l'émission, ce que j'ai entendu donc d'une part d'Yvonne qui m'a conseillé de couper le cordon, donc ça j'avais besoin de l'entendre. Après il y a eu les conseils de la maman de Manon aussi qui m'a dit qu'il fallait rester maman. Et avec Lisa, j'avais plus ce rôle-là. Aujourd'hui, c'est au quotidien que toute la famille récolte le fruit des efforts de Lisa et France. Depuis l'émission, avec Lisa, on a retrouvé la complicité mère-fille qu'on avait perdue. C'est-à-dire maintenant, on prend plaisir aussi à choisir les vêtements ensemble. France, maintenant,
habille Lisa avec des jupes, quand on a la possibilité, la maquille, l'emmène au coiffeur. C'est des petites choses qui fait que Lisa s'épanouit un peu mieux. Je suis redevenue la maman à Lisa. Je suis plus sa soignante, je suis plus sa garde malade, je suis sa maman. À présent, France et Jean-Marc regardent l'avenir avec un espoir qu'ils ne se permettaient plus. Ce que j'aimerais avec Lisa plus tard, c'est qu'on garde notre complicité mère-fille telle qu'elle est aujourd'hui, avec nos petits secrets et puis... Il y a quelques mois en arrière, j'y croyais pas. J'étais pessimiste. Et aujourd'hui, je vois que on avance et on va dans le bon chemin. En espérant que Lisa, un jour, qu'on puisse la voir faire quelques pas pour nous, ça sera énorme. Depuis plusieurs semaines, c'est par le biais d'Internet qu'Aurélia apporte son soutien à Lisa. Mais aujourd'hui, elles vont se rencontrer pour la première fois. T'as vu des messages là de Aurélia ce matin? Non, elle n'est pas connectée, elle est sur la route. Et elle vient où? Chez moi. T'es contente, hein? Oui. C'était une bonne surprise. Oui. Ouais. Puis tu vas lui dire quoi, Liséa, quand tu vas la voir? Qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Je suis très contente. Bah ouais. Heureuse. Il y a sa maman aussi. Oui. Elle t'a aidé, Aurélia. Oui. Elle t'a mis en confiance pour l'opération. Oui. Redevenues complices, mère et fille préparent l'événement. Faut m'aider à me maquiller. Bon, on va y aller alors. Tu veux mettre quoi sur tes yeux? Du vert. Du vert. L'effet bonne mine, t'es prête? Voilà, impeccable. Ça, tu le mets tout seul? Je vais remettre un petit peu. Regarde bien en l'air. C'est enfin l'heure. Avec ses parents et ses 4 frères et sœurs, Lisa va pouvoir accueillir Aurélia. Bonjour. Bonjour. Ça y est, on se voit enfin. Ouais, génial. Ça y est, tu vas voir Lisa? Non. Ouais. Je suis contente. Je suis très contente. À peine arrivée, la petite Liséa, 4 ans et demi, s'empresse de montrer les progrès réalisés depuis son opération au mois de juillet. Elle qui ne pouvait qu'avec difficulté bouger ses bras. Tu veux du gâteau, Liséa? Ouais. Commandement. Si, vous venez d'ici. À travers les progrès de sa petite fille, Aurélia tient à rassurer Lisa et toute la famille profite de cet échange. J'ai voulu aussi montrer que donc, même si elle est un peu plus grande que Liséa, elle peut aussi affronter cette opération, qui n'est pas une grosse opération. Donc ça là, c'est depuis l'opération. Voilà, avant elle avait vraiment la main fermée et il fallait vraiment lui amener tout à la bouche puis tout mixer. Et où la couette? Ouais, c'est bien. Je suis impressionnée. Bah oui. Ça m'encourage. Je suis très heureuse de faire votre rencontre. Lisa, ça lui tenait à cœur. Et il y a des questions que Lisa me posait que moi je ne pouvais pas répondre étant donné qu'on n'est pas passé par là. Et là, d'être rassurée par vos paroles, on est motivés. Aurélia et France mènent le même combat. Et grâce à cette rencontre, ce sont aussi 2 mamans qui se soutiennent et se conseillent. Je vais pouvoir vous aider concernant l'adolescence qui vient plus vite qui arrive plus vite que prévu. C'est vrai que c'est des questions de maman, ça. Il faut prendre la démarche de se faire aider et puis... C'est ça. Mais après, on a du mal en tant que maman. Moi, je suis trop fusionnelle avec ma fille et justement, les gens de l'extérieur me disent... Oh, et j'ai eu un témoignage d'une maman qui me disait on peut être fusionnel mais savoir déléguer. Et ça faut remettre tout en question. Moi, mon prochain rêve, c'est d'avoir plus d'autonomie. Un maximum d'autonomie le plus possible et puis d'avancer.
Le visage expressif de Lisa. Toutes les émotions sont passées sur ce visage. Du rire aux larmes, hein, des moments d'émotion. En fait, c'est une maman, Aurélia, qui regardait l'émission, en fait, qui est entrée en contact avec vous? Oui. Comment ça s'est passé? Donc, après l'émission, on a eu plein de contacts, plein de messages d'encouragement. Comme quoi, il fallait que Lisa garde son sourire, il fallait qu'on continue à se battre. Donc, en sachant que donc, Aurélia a sa fille Liséa, qui est comme Lisa, a subi l'opération que Lisa va avoir là, le 12 novembre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette opération? Donc, l'opération, c'est une myoténophasiotomie, voilà, donc, qui se fait sur Barcelone. Ouais. Donc, l'opération consiste à enlever les spasticités. Donc, une spasticité, c'est une contracture musculaire. Une contracture musculaire, c'est, vous voyez, là, Lisa, son bras, elle ne peut pas du tout le détendre. Ouais. On le voit au niveau de sa main, au niveau des pieds aussi. Lisa a les pieds en équin, donc elle ne peut pas poser le talon par terre. Les jambes, c'est pareil, elle ne peut pas les mettre bien droites. Donc l'opération consiste à enlever les spasticités. C'est une petite incision. Donc il n'y a pas de fil. Couper des tendons? Non, c'est les muscles. Les muscles. Il incise les muscles. Donc c'est minuscule. On l'a vu sur Liséa, ça fait juste une piqûre de moustique. Donc, sauf qu'il faut faire ça sur tout le corps? Oui, donc Lisa a 20 incisions de prévues. Et après, c'est à vie? Oui. Et pourquoi ça se fait à Barcelone? Il faut savoir que l'opération n'est pas reconnue en France. T'as hâte de cette opération? Oui, très hâte. C'est fou comme tu as un visage expressif, c'est incroyable. La chose qu'on a vue, on l'a vu par nous-mêmes, les progrès de Liséa. Donc là, bah oui, on a envie d'y aller, on a envie de se donner encore à 100%. Donc, c'est parce que ça te fait souffrir, là, les contractures, ça te fait mal? Oui. Donc déjà, c'est de la détente, donc au niveau des muscles. Après, la possibilité peut-être de se mettre redresser. debout et de gagner en autonomie. Donc en sachant que sur le plateau, quand on est passé, Louise l'avait fait aussi. Et le muscle peut se reformer après cette opération? Là, le muscle va être détendu, donc oui, Lisa elle pourra se mettre debout, les pieds à plat. La main redeviendra plus maniable. Est-ce que ça a été un soulagement de venir sur notre plateau? Oui, oui, vraiment. Franchement, vous avez changé de tête. On a l'impression que ça vous a libéré toutes les deux. Oui. Avant l'émission, c'est vrai qu'avec Lisa, c'était tellement tendu. Et moi, j'avais pas les solutions. Donc, c'est vrai que chacune, on s'est renfermés. Et c'est vrai qu'Yvonne a bien dit qu'il fallait couper le cordon. Donc, la chose de l'avoir entendu dire, on me l'avait déjà dit, mais voilà. Là, on a pris conscience qu'il fallait que je puisse la laisser s'envoler. Yvonne, vous vous rendez compte que vous êtes une fée? Écoutez, je suis juste un petit maillon, vous savez, mais si ça change, je suis ravie. Il y a eu le déclic. Et je vais essayer l'internat. Et quoi? Je vais essayer l'internat aussi. L'internat? Tu vas rentrer dans l'internat? Quand? La semaine prochaine. Ah bon? Comment vous la trouvez, votre fille, depuis qu'elle est passée dans notre émission? Là, plus ouverte au monde déjà, plus en confiance. Parce que là, l'internat, c'est quand même elle qui me l'a demandé. Et puis plus féminine, hein, on a l'impression que ça y est, tu t'acceptes comme une fille, quoi. Hein, que tu acceptes de te mettre en valeur, que tu acceptes de t'habiller comme une fille. Oui. Pareil que tu te mets des jupes. Ma maman m'en a mis tout l'été des jupes. Et alors? T'as bien aimé? Ça m'a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir. Bon, vous nous tenez au courant de l'intervention. Donc ça a eu lieu, le 12 novembre. Ouais. Donc l'internat, tu vas oublier pendant quelques temps, j'imagine, parce qu'il y a de la rééducation après? Oui, donc après, elle est un mois où on ne doit pas la mettre debout. Et après, c'est progressivement, en sachant que 6 mois après l'intervention, il faut faire la rééducation. Donc la rééducation ne va pas sans l'intervention, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que pas trop douloureux, l'intervention? Non. Aurélia, la maman de Liséa, elle a dit, la petite, quand elle l'a récupérée, quand elle est sortie du bloc, elle lui a dit, maman, plus bobo jambes. Donc à 4 ans, il ne simule pas, c'est pas possible. Bon, on te souhaite plein de
de temps joyeux à l'internat. J'espère que tu vas t'éclater avec tes copains et tes copines. Et puis bon courage pour l'opération. Vous viendrez nous raconter, nous donner de vos nouvelles. On prend l'habitude aux caméras alors. Bah oui, merci d'être venu. Peut-être avez-vous un message à faire passer à ceux qui nous regardent? Oui, je voudrais dire qu'il ne faut pas garder ses enfants à soi. Il faut savoir les laisser s'envoler tout simplement. Et c'est pas pour ça qu'on les aime pas. Bien sûr, au contraire, on les éduque pour les laisser s'envoler. Yvonne. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Luce et de Daniel. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu tous les deux le 4 juin 2010 dans une émission intitulée Amnésie. Leur conjoint ne reconnaît plus. Et c'est vous, Luce, qui aviez répondu à notre appel à témoins. Pourquoi aviez-vous souhaité témoigner sur notre plateau? J'avais besoin de parler de mon épreuve, qui est un handicap invisible. Et donc ça m'a fait du bien d'en parler. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas raconter toujours ses problèmes. Chacun a ses soucis, donc ça m'a fait du bien d'en parler. Alors, Daniel, c'est en 1986 que votre femme a perdu la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances? Oh, moi je travaillais. Et un coup de téléphone à 18h30 environ qui m'annonce qu'elle était en clinique parce qu'elle a fait une chute en vélo. Elle partait se balader très souvent avec une amie. Ouais. Des petites balades, hein, pas du tout sportifs, des petites sorties. Et voilà, elle est à la clinique dans la ville où on habite. C'est une petite ville en Auvergne, à Brioude. Et je vais tout de suite à la clinique où on me dit qu'elle vient d'être endormie parce qu'elle devait passer un scanner et il ne fallait pas qu'elle bouge et comme ils ne connaissaient pas très bien son état. Donc on a attendu, on l'a transportée tout de suite à Clermont-Ferrand dans un grand hôpital. On a attendu qu'elle soit passée au scanner, etc. Et là, elle dormait, donc jusque tard dans la nuit, on ne savait pas ce qu'elle avait, en fait, pas du tout. Et c'est le lendemain, quand je suis revenu, où j'ai appris, donc, on a vu qu'elle était dans le coma. Et ça a duré longtemps. Ça a duré pratiquement 1 mois. 1 mois dans le coma? Oui. Elle a commencé à avoir des réactions au bout d'1 semaine, mais elle était vraiment dans un coma assez profond pendant presque 1 mois. Au bout d'1 mois, donc, votre femme s'est réveillée. Comment s'est passé le premier contact que vous avez eu avec elle? Lorsqu'elle s'est réveillée, lorsqu'elle a repris conscience progressivement, elle avait tout oublié. Elle ne savait plus ni qui elle était, bien sûr, ni qui nous étions nous, ni moi, ni ses enfants. Elle avait tout oublié. Elle était redevenue comme un bébé, disons. Cette période a duré une grosse année. Et petit à petit, elle a commencé à récupérer. Alors, pour accélérer un peu les choses, au bout de 3 ans, pour vous situer, elle conduisait. Elle n'avait pas retrouvé la totalité de ses capacités, mais elle était devenue autonome. C'est-à-dire que vous avez dû tout réapprendre, tout. Faire un pas devant l'autre, faire une phrase cohérente, la cuisine, reconnaître mes enfants, mon mari, tout. Donc, votre couple a dû repartir de zéro, bien sûr. C'est pas évident de retrouver l'amour quand on a tout oublié. On ne réaime pas forcément, j'imagine. On ne sait plus ce que c'est que le sentiment, le côté affectif. Voilà. Alors, c'est difficile d'imaginer du jour au lendemain la personne qui partage votre vie devenir complètement étrangère. Et pourtant, c'est bien ce qui vous est arrivé. Vous n'avez alors cessé de croire que votre couple serait capable de surmonter cette épreuve. Votre détermination a-t-elle fini par payer? La réponse tout de suite en images. Pendant plus de 2 mois, elle n'a pas du tout compris qui nous étions, ni moi, ni les enfants. À la suite d'un grave accident de vélo survenu 24 ans plus tôt, Luce était tombée dans le coma et avait perdu la mémoire. Luce, que vous restait-il de votre passé affectif On perd tout. J'avais tout perdu. Même les sentiments Même les sentiments. Et en regardant votre mari, vous vous êtes dit il est adorable, il est mignon, j'ai envie de le prendre dans mes bras? Je le détestais pas, mais... Votre franchise vous honore. Hein. Ça a été très... un cheminement
très progressive. Notre psychologue, Yvonne Poncet-Bonissol, avait compris la situation difficile dans laquelle se trouvait le couple. Il est évident qu'à la sortie d'un coma, ce sont les deux personnes qui souffrent, les deux conjoints sont en souffrance. Pourquoi? Parce que l'un n'est pas reconnu et l'autre ne reconnaît pas. Donc il y a une forme de lien étrange qui se met en place. Vous aimez votre mari aujourd'hui? Je crois, oui. Je crois. Quand vous dites « je crois », c'est parce que vous ne savez pas exactement ce qu'est le sentiment amoureux? Non, c'est revenu. C'est revenu tout ça, oui. Pendant plus de 10 ans, elle a tout réappris progressivement. Et vous avez été patient, hein? Oui, je pense, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, je pense pas, j'en suis certain. Depuis 24 ans, tout doucement. Tout doucement? J'ai eu l'impression de monter un escalier chaque jour. C'est très diffus, c'est très lent. Trois ans plus tard, nous retrouvons Luce et Daniel au Puy-en-Velay dans une tenue des plus inattendues. Tu es toujours aussi belle après 40 ans de mariage. Oh, t'es gentil, ça me fait du bien. Le couple prend part ce week-end à des festivités sur le thème de la Renaissance. Et à cette occasion, Luce s'est lancé un défi. Ça sert pas trop comme ça, c'est bien. Là, ça va. Allez. Voilà, et puis tu me remets là un petit peu. Ah oui, la bretelle ici. La bretelle qui tient pas. Souffrant encore de troubles de la mémoire, Luce doit pourtant dans quelques instants monter sur scène. Et elle craint d'oublier les paroles. Faut pas que j'oublie mes partitions, il faut que je les Allez, ai tu peux bien essayer une fois. Tu les connais, tu sais, tu les le chantes. problème, les trous de mémoire que j'ai là, c'est trop Tu veux dur. les emporter alors? Surtout face au public, Allez. faut que je les ai toujours sur moi. Encourage-moi encore, ça fait du bien. Oui, mais ça va aller très bien. Bon, bah ça va, tu sais. Mais on s'aime, c'est normal. Malgré les mots tendres de Daniel, Luce sent monter la pression. Elle va aussi trouver du réconfort auprès de son amie, Marité. Mais tu l'as beaucoup répété. J'ai beaucoup répété des milliers de fois, mais je vois que j'ai des trous de mémoire, boum, d'un seul coup. Et... Je l'ai déjà vu chanter comme ça. Tu ne le regardais même pas, ton texte. Tu le savais parfaitement. Je pense. Faut que je respire. Daniel encourage une dernière fois sa femme avant qu'elle n'entre en scène. Mais écoutons maintenant une douce voix venue de France. Io me innamoro d'un'airi, la 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 la. Daniel est fier. Sa femme a enfin vaincu son stress. Luce peut être satisfaite. La peur lui a fait regarder ses notes, mais malgré son handicap, sa prestation s'est passée sans accroc. Quand tu chantes, là, ça me fait tout drôle. Je dirais pas que j'ai les larmes aux yeux, mais presque, parce que de voir les gens qui sont tous un peu ébahis par ta voix, tout ça, c'est tellement important. Je suis contente que tu m'as accompagnée, que tu t'impliques. Ça m'aide à supporter tout ça. C'est pas évident toujours. Pourquoi te laisser tomber? On s'aimait avant et il n'y a pas de raison qu'on continue pas maintenant. Le couple, plus soudé que jamais, tient à immortaliser aujourd'hui ces tendres moments passés à deux. On a enfin des photos de toi avec moi, parce que tu n'es jamais sur les photos. Eh ben hein. oui, et puis moi je me trouve très très bien. Pas mal. Voilà. T'es dragable. Alors, ce qui est fascinant dans tout ça, c'est qu'on imagine qu'on peut récupérer, apprendre à parler, à marcher, à conduire, mais à réapprendre à aimer et retrouver le même sentiment pour la personne avec laquelle on est marié, ça me paraît fascinant. C'est quoi? C'est de l'auto-persuasion? C'est la vie, ce qui m'apporte tous les jours, ce qui me laisse vivre. Ça a dû être quand même difficile, ça, non? Parce qu'on entendait Jean-Luc vous dire que vous avez été patient. Bah, au début, c'est difficile parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe, comment les choses vont évoluer.
Mais en même temps, quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. En plus, on avait des enfants et c'était... pour moi, ça paraissait tout à fait normal de continuer et de faire le maximum d'efforts dans tous les sens pour que les choses se passent bien. Et alors, comment sont revenus les sentiments? C'est le fait d'être au quotidien ensemble, de faire des choses ensemble, d'être attentifs l'un à l'autre? Moi, ça n'a pas changé. Ouais. Après, Luce... je vais vous dire, il a eu 7 interventions assez importantes. Donc, je ne l'ai pas laissé tomber non plus. Et voilà, c'est la vie qui fait que... Quel impact notre émission a-t-elle eu dans votre vie? Beaucoup de choses. Le fait d'être écoutée, beaucoup de gens m'ont croisée après, on m'ont dit, mais on n'aurait pas cru. C'est ça, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Que je suis handicapée, quoi. C'est ça, cette maladie silencieuse, on ne le voit pas. Voilà. Donc c'était important pour vous d'être... C'est à double tranchant, si vous voulez, on ne le voit pas. Mais il n'y a personne qui est là pour vous aider, pas beaucoup. Qu'est-ce que ça engendre? Un manque de confiance en soi? Ces pertes de mémoire? C'est-à-dire, là, on a vu que vous osez chanter dans ce reportage. Apparemment, c'est la première fois que vous osiez le faire en public. C'est une bataille tous les jours, un escalier à monter tous les jours. C'est un combat tous les jours depuis... C'est vous qui avez créé les costumes aussi de ce spectacle? Oui, je fais tous mes costumes. Vous saviez coudre avant? Vous avez réappris? J'ai appris. Depuis... Voyant que mon cerveau ne commandait pas à mes doigts, donc je suis allée apprendre dans une école j'ai pris des cours de couture. J'ai fait des horreurs pendant des années, les premiers temps. Des horreurs. Et puis voilà, je fais mes costumes. J'ai fait des costumes médiévaux en première partie, Renaissance. Et puis maintenant, j'en suis au vénitien. Je fais des costumes vénitiens. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire encore aujourd'hui? Non. La cuisine, par exemple. La cuisine, ça va mieux. Est-ce que vous étiez une bonne cuisinière avant? Non. J'avais pas bien le temps. Elle est devenue une très bonne cuisinière. Donc finalement, il y a plein de choses qui sont mieux aujourd'hui. Oui, absolument. Je gratte. J'étais infirmière avant. Ah oui, c'est vrai, oui. J'étais infirmière avant, j'étais prise par mon métier. J'avais pas le temps de cuisiner, mais maintenant, Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu 2 vies? Oui. D'être née à nouveau? Tout à fait. Ah oui. Avec la vie d'avant, jamais j'aurais pensé faire ces costumes. J'ai fait des arts martiaux pendant 8 ans, l'aïkido. Comment vous regardez cette épreuve aujourd'hui, avec le recul? Vous dites quoi, finalement, c'est presque une chance? Oui, je regarde le positif. Ça m'a enrichi quelque part. Pourquoi vous avez accepté de revenir sur notre plateau aujourd'hui? Parce qu'elle en avait envie. Parce que j'en avais envie de faire voir que d'être écoutée, ça fait du bien quelque part. Ça fait du bien. Merci d'être revenu nous voir. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci. Merci d'être venu nous voir. Lisa, on prend de tes nouvelles. Le 12 novembre, on grave ça dans nos têtes, puis tu reviens nous voir après cette opération. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. En fait, je ne me considère pas mythomane ni imposteur. On va dire que je suis un menteur invétéré. J'avais absolument besoin que les autres s'intéressent à moi. Donc je leur disais ce qu'ils avaient peut-être envie d'entendre. Pendant des années, ils se sont inventés une vie. En fait, j'ai inventé une histoire. Tout ça n'était que de l'escroquerie, quoi, finalement. J'avais pas le physique, donc il fallait que j'invente la seule chose qui me restait. Donc mon père était un émirat arabe, j'avais beaucoup d'argent. Je faisais du mensonge intelligent. Je savais qui mes parents ou moi je pouvais croiser très souvent. Au bout d'un moment, on trouve un certain plaisir à jouer avec la naïveté de l'homme.
Mais comment sortir de la spirale infernale du mensonge? Le mythomane a besoin d'un public, donc il y a une forme d'exhibition de son histoire en permanence. Mathilde, arrête quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas toi, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, c'était la fin du mensonge. Voilà, j'étais révélé que j'étais juste un menteur. Si j'avais su avant qu'on pouvait être apprécié juste pour ce qu'on est et faire le tri dans ses amis, je l'aurais pas fait. Mais j'assume ce que j'ai fait et j'en demande pardon.